Là, on est vraiment sur ces routes que j'adore parce qu'elles parlent le langage précis du relief. Quelle relation on a au pays? On se demande. Il faut faire fonctionner quelque chose qui a été déréglé dans les années 60. Si l'homme n'est pas capable de vivre en harmonie avec les plantes et les oiseaux, je ne peux pas accepter ça. Les petits cours d'eau sont importants parce que c'est souvent la pépinière des grands cours d'eau. Le réseau hydrographique joue un peu la même partition que les routes. Il n'y a plus de vie là, c'est fini. Les chemins sont supprimés purement et simplement. Vous imaginez en haut l'étirement des réseaux qu'il faut pour alimenter 5 ou 6 maisons? Après, le territoire, on peut être voisin et pas s'aimer. Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans, si c'est juste pour assembler des groupes géographiques? Aujourd'hui, le résultat, il est palpable. On est tous là autour d'une table, en train de discuter à peu près sereinement d'enjeux, d'objectifs et de ce qu'on veut faire de ce territoire. Merci Dominique, ce super film. Une première question pour lancer la discussion. Tu commences le film, c'est pas tout à fait le début, mais tu montres au début du film les premières images de ce qui se passe à Faux-la-Montagne, dans ce processus participatif autour de la construction d'un lotissement. Et après, on fait un long voyage le long du bassin versant jusqu'à la mer, et tu reviens à la fin du film vers ce moment particulier. Et entre les deux, on assiste à plein de moments où les gens éprouvent parfois des difficultés à travailler ensemble, à se comprendre entre les différents types d'acteurs, entre les différents niveaux de décision, de gouvernance. Et donc, je trouve que le retour à cette expérience d'urbanisme rural, où la parole de chacun est traitée à égalité, où il y a un vrai exercice d'intelligence collective et que pas juste d'accord, on va décider qu'on fait un exercice d'intelligence collective, c'est des gens qui décident d'habiter un territoire, et on sent une communauté de destin, plus que des efforts pour essayer de rassembler une communauté d'intérêt. Qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ton périple, et à ce que tu as vu par rapport à ça? C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi je revenais à Faux-la-Montagne, je revenais sur le plateau de Vache, alors que le film allait plutôt dans le sens amont-aval. Et j'ai pas une seule réponse, c'est un faisceau de raisons qui font que j'ai fait le film comme ça. J'avais, je pense, ça change tout en fait au film si on revient. C'est plus du tout la même structure au film. Ça rappelle que même si nous on se déplace, continue à se passer des choses à chaque endroit où on est passé. Je crois que c'est surtout ça là, le vrai besoin formel de retourner à Faux-la-Montagne, c'est de dire et pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, et par ailleurs, ça correspond aussi à une réalité sur du tournage, c'est que Faux-la-Montagne, j'ai suivi cet atelier pendant 1 an et demi. Donc c'est à peu près le seul endroit où je revenais constamment. Les autres, j'y suis allé une seule fois. Enfin, pas forcément, pas systématiquement, mais en général. Donc j'avais aussi, moi, cette expérience de la durée de ce chantier. De ce chantier, c'est-à-dire, en l'occurrence, un chantier de réflexion. En gros, ce qu'ils font pendant 1 an et demi, c'est qu'ils élaborent le cahier des charges de leur lotissement. Et donc, j'ai filmé ces gens-là et ces lieux-là toutes les saisons. Et c'était... Y revenir, c'est marquer le temps qui passe, c'est aussi remettre les hommes dans des cycles naturels, le cycle des saisons, des climats. Et puis il y a aussi, effectivement, il y a un côté retour aux sources, dans tous les sens du terme.
ressources. Pourquoi pour moi Faux-la-Montagne c'est un retour aux sources? C'est parce que c'est le retour aux questions essentielles. Il faudrait décomposer tous les problèmes d'aménagement pour arriver à ces questions-là. Pourquoi ici et pas ailleurs? Pourquoi construire? Voilà, toutes des questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est ici? Quelles sont les richesses de ce lieu? Toutes ces questions fondamentales, elles sont finalement oubliées, recouvertes par d'autres questions accessoires, techniques, politiques, dans le sens géopolitique, procédural, n'importe quoi. Et à Faux-la-Montagne, à cause de l'échelle, de la proximité, effectivement, enfin même du contact tout constant qu'il y a entre la décision politique et l'usager, c'est les mêmes en fait. Alors les questions apparaissent dans toute leur simplicité, pureté et puissance, quoi. La question de l'habiter. Donc finir à Faux-la-Montagne, c'est aussi ressortir de tout ce fatras territorial pour revenir sur des questions simples et profondes. Comme elles se posent, les filles à la fin du film. Est-ce que c'est le bon choix de construire ici? Qu'est-ce que ça veut dire construire ici dans un tel contexte? Le contexte, elle prend la peine de définir. Réchauffement climatique, du pétrole, l'érosion de la biodiversité. Voilà, ça c'est le contexte dans lequel le film, dans lequel on est pris, nous. Et eux, ils le pensent, le contexte. Donc l'acte d'habiter, il est très grave. Il est plus ou moins serein, et en tout cas, il est grave. Construire, c'est toujours un geste grave. Je trouve que ça, je le ressentais là-bas. Plus qu'ailleurs, enfin, évidemment plus qu'à Châteauroux. Alors justement, deuxième question, qu'est-ce qui fait selon toi que dans un territoire comme celui de Faux-la-Montagne, des gens s'interrogent sur leur projet de vie individuel et collectif autour des questions que tu viens de rappeler, sur le rapport de l'homme à son environnement naturel, son impact, etc., la pérennité d'une construction, quand la jeune femme à la fin dit « j'aimerais que cette maison dure au moins peut-être jusqu'à mes enfants », voilà, j'ai une idée de transmission. Qu'est-ce qui fait selon toi que des gens dans des endroits comme ça se posent des questions de ce type, et que dans un endroit comme Châteauroux, la question qu'on se pose c'est est-ce que des 500 hectares de terre fertile dont je dispose, je fais du maraîchage ou j'installe une zone d'activité? Donc on voit bien que les questions ne sont pas du tout les mêmes, et que l'imaginaire qu'il y a derrière n'a rien à voir. Et donc, de ce que tu as observé pourquoi je sais pas, les territoires ont une histoire, et voilà, pour la montagne, il y a une histoire particulière sur un plateau qui lui-même a une histoire faite c'est un lieu de résistance, c'est aussi une terre d'accueil, parce que c'est des régions, la Creuse, Corrèze, où il y avait eu un exode rural très important après la Première Guerre mondiale. Donc c'est des régions qui ont accueilli, pour survivre, qui ont dû accueillir. C'est des lieux à la fois un peu rudes et en même temps accueillants. Et Faux-la-Montagne, c'est encore une sorte d'écosystème à l'intérieur du plateau de Vache, tout à fait spécifique, parce qu'il y avait des élus dans les années 70 qui ont été encore plus accueillants et qui ont accueilli des gens qui venaient de la région parisienne, plutôt des intellectuels qui avaient un projet de vie et d'activité à la campagne et qui ont monté une scierie à Faux-la-Montagne, et qui s'appelle Ambiance Bois. Et c'est une entreprise qui est connue pour son originalité sociale. C'est une SCOP, une coopérative. Et ils ont fêté les 25 ans d'Ambiance Bois l'an passé, je crois. Donc la grève l'a très bien pris. Et puis de néo-ruraux, ils sont devenus élus. Et voilà, donc il y a quelque chose qui marche très bien là politiquement à Faux-la-Montagne. Alors aussi, ce qu'il
faut dire, c'est que ce sont des endroits qui sont relativement déshérités. Le rural, quoique on pense certains, ça existe toujours. Quand on est à Toile-la-Montagne, on est vraiment dans le rural, ça on ne peut pas en douter. Et on ne peut même pas compter sur le secours ou l'intérêt ou la considération du ville comme Limoges, ni même de la région. Donc c'est des gens qui ont l'habitude, longtemps, de se débrouiller tout seuls. Donc ils ont monté pas mal de choses avec l'Europe, des contrats Victor Plus, des choses comme ça. Et beaucoup plus qu'avec la région qui a tendance à s'en moquer un peu de ce qui peut se passer sur le plateau. Et donc cet isolement les a rendus très imaginatifs et assez inventifs d'un point de vue institutionnel. Et ça, par exemple, ce qu'ils font, l'écoquartier, ça devrait être très courant, mais c'est assez très exceptionnel qu'on fasse, comme tu l'as dit, de l'urbanisme en milieu rural. En général, on ne fait pas d'urbanisme en milieu rural, on laisse les promoteurs et les lotisseurs lotir. Et eux, ils ont dit non, l'urbanisme, ce n'est pas le privilège de la ville. Et donc, cette structure qui s'appelle Arban, qui a été conçue pour l'écoquartier, elle a la vocation, dans ses statuts, c'est agence d'urbanisme en milieu rural. Et elle a la vocation à travailler pour toutes les communes de l'Univache. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer, mais le premier projet, c'était l'écoquartier de Toile-la-Montagne. Oui, bonsoir, Stéphane Fauconnier, je suis membre du CESER, Conseil économique, social et environnemental régional. Et donc, votre film m'a intéressé et nous a intéressé. Car en septembre 2013, nous sommes livrés à une autosaisine parce que des collègues du monde de l'agriculture nous ont alertés en nous disant que l'espace agricole se perdait chaque année. En France, c'est un département tous les 10 ans à peu près, tous les 6 à 10 ans. Et donc on a voulu s'intéresser à la question. Et donc nous avons réalisé un rapport qui s'appelle Reconquête de l'espace franc-comtois, quel projet pour ma commune. Et on retrouve beaucoup de points que vous avez abordés dans votre film. Donc nous, on a voulu faire un peu un état des lieux de la consommation de l'espace en Franche-Comté. On s'est aperçu que la Franche-Comté, c'est vert, il y a de l'espace, mais c'est une des régions qui a une artificialisation qui progresse le plus rapidement depuis quelques années, même si on part de loin, mais quand même une région rurale. Et puis, vous avez montré, avec l'exemple de Toile-la-Montagne, mais aussi Châteauroux, quelque part, et à d'autres endroits, que c'est le point de vue que nous, on a voulu prendre, c'est on a sous-titré notre rapport « Quel projet pour ma commune ?» Parce qu'en général, c'est bien les élus et le maire, en général, et son équipe qui sont en première ligne de toutes ces problématiques foncières, alors que le maire n'est pas forcément un urbaniste ou un architecte. Voilà. Donc vous avez montré, et c'est ce qu'on a essayé de préconiser aussi, que la meilleure solution, c'est peut-être quand même la concertation, et de savoir s'entourer de partenaires, et que ces partenaires discutent ensemble, pour éviter une urbanisation galopante. Plus de 600 communes en Franche-Comté n'ont pas de PLU, n'ont pas de document d'urbanisme. Quand on crée un document d'urbanisme, on se pose des questions, on se pose certaines questions. Est-ce que je construis un lotissement? Est-ce que je fais construire? Est-ce que je ferme ma commune? Où je construis? Mode de déplacement d'où? Etc. Donc déjà, c'est la première question, faire un document d'urbanisme. Et ensuite, lorsqu'on décide d'agrandir son village, faire un lotissement, trouver les bons partenaires, et que les gens se rencontrent et discutent pour un projet commun. On peut très bien se retrouver entre des pétitionnaires qui ont envie
envie d'acheter et de construire, et puis une équipe municipale, et puis des anciens habitants du village dans un projet commun. Et c'est ce que vous avez montré notamment avec Paul la Montagne, et on se retrouve là-dessus. Je vais vous demander si les personnes avaient accepté facilement de participer au film. Parce que justement, ce n'est pas forcément des personnes qui ont l'habitude d'être en lien avec les médias. Bah oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'avais l'intention de filmer certains types de réunions au début. Et notamment des réunions liées à l'agriculture. Et tout particulièrement des commissions départementales d'orientation agricole, CDOA. Ça, j'ai pas eu le droit de filmer souvent. Voilà. Donc, il y a des choses que j'ai pas pu filmer. Après, tout ce qui est gouvernance de l'eau, il n'y a eu aucun problème. Au contraire, aussi bien dans les commissions locales de l'eau que le comité de bassin, j'ai pas gardé la séquence, mais j'ai filmé le comité de bassin en Orléans. Non seulement, de toute façon, ce sont des réunions publiques, c'est ouvert à tout le monde. Mais en plus, venez, parce que personne ne s'intéresse à ce qui se passe dans ces commissions locales de l'eau, et donc les gens étaient plutôt très partants, quoi, à l'idée que ce soit documenté. Ensuite, bon, bah, vous voyez, il y a la figure de l'interview, donc les gens, la caméra, posent des questions, c'est très clair. Le faux la montagne. À chaque fois, moi, j'ai pris la peine de... Enfin, j'ai pas pris la peine, voilà, j'ai exposé mon projet. Et tel que je l'expose, je précise aux gens que je ne sais pas du tout si ce que je suis en train de filmer sera dans le film, que je chercherai jusqu'au bout, et qu'il y aura une partie du tournage qui finira à la poubelle. Et voilà, donc en même temps, sur ce film, c'était assez simple, parce que le principe, c'était... Au final, il y a un peu d'entretien dans le film, mais l'idée, c'était de faire un film sans interview, avec que des scènes de travail, des scènes collectives, donc avec des gens, en gros, de filmer des situations qui auraient existé telles quelles, même sans la caméra. Pas la caméra qui crée la situation. Donc, les gens sont quand même dans des situations publiques. Et la caméra n'était pas vécue comme quelque chose d'intrusif, je pense, dans ces situations-là, aussi bien sur la montagne que les réunions publiques ou ce genre de choses. Réunion publique, par exemple, à Châteauroux, on était là avec deux caméras, ça aurait pu être France 3, centre. Et personne ne se serait posé la moindre question. Les gens sont habitués à ce qu'il y ait des caméras qui viennent de la télévision. Sauf que, évidemment, à la fin, ce que nous, on montre de cette réunion, c'est très différent de ce que, sans doute, les gens pouvaient s'imaginer, voir d'eux-mêmes, si ça avait été filmé par une équipe de France 3. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de commentaires, et que parce qu'il y a des durées qui sont tout à fait différentes, donc tout d'un coup il y a quelque chose à voir. Et je pense que c'est peut-être ça a pu surprendre peut-être les gens étaient surpris quand ils ont vu le film, de voir qu'il y avait quelque chose à voir. Mais voilà, non, il n'y a pas de problème avec ça. Je veux voir si le projet de Châteauroux, enfin la zone d'activité, il avait reçu l'aval des autorités compétentes, si ça allait se faire. Parce que des élus, comme le maire de Châteauroux, il y en a ailleurs, et en fait, c'est des élus, voilà, c'est presque au départ de la bonne volonté. Je crée une zone d'activité parce que je pense que je vais créer de l'emploi. Et puis ça va rester vite ou presque, mais ça aura coûté beaucoup d'argent, par ailleurs. Alors, je ne sais pas où en est la zone aujourd'hui. La dernière fois que j'en ai parlé, parce que j'ai été présenté le film à Châteauroux, il y avait des parties qui avaient été
était en cours, et notamment la partie chinoise, parce qu'à Châteauroux, c'est un peu, il y a toute une histoire autour des Chinois qui devaient s'installer, des entreprises de logistique chinoises. Et ça se fait. Mais le projet est tellement grand que c'est pour l'instant, je crois, vraiment une portion. Et effectivement, comme vous avez raison de dire, on a énormément de zones d'activité sans activité en France. Je crois qu'il y a quelqu'un qui le dit dans le film aussi. Voilà, on a des zones d'activité où il y a des pâquerettes qui poussent. Donc, c'est viabilisé, mais en fait, c'est mort. Parce qu'il n'y a plus ni agriculture, ni activité secondaire. Et il y avait eu un bureau d'études dans les années 90 qui avait fait déjà, donc c'était presque 20 ans, une étude pour évaluer le nombre de zones d'activité. Ils avaient calculé qu'on avait une réserve de zones d'activité jusqu'en 2050, mais on continue à en faire. C'est des réflexes, quoi. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait une zone logistique. En tout cas, l'autre question, c'était la question des autorisations. Oui, il y avait toutes les autorisations, évidemment, de l'État, du préfet, du CODERS, de tout ce que vous voulez. Ça, c'était complètement... mais là, on retombe dans des histoires dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est pas parce que le projet est légal qu'il est pertinent et légitime. Et puis aussi, on a évoqué la question de la concertation. Moi, ce que je voulais montrer aussi à travers ce film, c'est que toutes les réunions ne se valent pas, justement. Hein, il y a concertation, et concertation, il faudrait qu'on apprenne justement à évaluer ça. Je vais revenir sur le film parle beaucoup de paysage, hein, on parle beaucoup d'urbanisme, là. Et il me semble que, enfin, on a l'impression que on parle assez souvent, ce qui revient le plus souvent, c'est l'opposition entre l'urbanisme et le monde agricole, comme si le changement de paysage était dû à l'urbanisme. On voit bien, ça doit être sur Châteauroux, je crois, quand on voit cette zone industrielle immense, qui en fait, avant de passer en zone industrielle, est une zone agricole, au niveau de la banalisation du paysage, c'est quand même... Je pense que c'était pas le paysage qu'on pouvait avoir avant, avec justement cette notion d'autres types de milieux que peuvent être des grandes zones de culture, par exemple. Donc, alors c'est peut-être pas tout à fait le sujet du film, mais cette notion de banalisation du paysage n'est peut-être pas due que à la prise de terre sur le monde agricole, mais aussi une réflexion qu'il peut aussi avoir au sein du monde agricole sur la perte de ce paysage, simplement au niveau du monde agricole. Parce qu'on a aussi une banalisation à ce niveau. Mais bon, c'est peut-être pas tout à fait le sujet du film, là. Ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose d'élevage, avec un bocage assez important. Et l'agriculteur qui m'avait raconté ça, et ça m'avait beaucoup marqué. Il disait, voilà, on commence par... on passe de 20 à 50 vaches et à 100 vaches. Donc ensuite, on a besoin d'avoir des parcelles plus grandes. On commence à fait sauter les haies pour pouvoir avoir des plus grandes parcelles. Et puis finalement, quand on a une grande parcelle, on se dit que autant faire du blé et puis arrêter les vaches. Et il dit, ça c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est en cours aussi dans plein de régions en France, et en l'occurrence en Loire-Atlantique. Il dit, une fois qu'on est arrivé là, et qu'on a ces grandes surfaces planes remembrées de céréales, et ben le terrain est prêt pour l'urbanisation. Voilà. Donc l'agriculture, dans ce cas-là, est l'actrice de son propre effacement. Et c'est sûr que la plaine de Châteauroux, bon, elle n'est pas particulièrement brillante. Hein. C'est des grandes parcelles, c'est des... Moi, je connais très bien ce type de paysage parce que je viens d'Eure-et-Loire, et c'est vrai que ce sont des paysages... Moi, j'aime bien la plaine, mais une plaine avec des champs où il y avait des chemins, et des plaines où il n'y a plus de chemins. Oui, on a peur des chemins.
c'est pas pareil, quoi. Donc c'est des endroits qui sont devenus assez impénétrables. Alors après, il y a autre chose qui est évoquée dans le film, c'est que effectivement, il y a les modifications du paysage par l'urbanisation, mais il y a aussi modification du paysage par des prises agricoles. Et là, c'est le cas de la Brenne, et donc on est juste à côté de Châteauroux, et je voulais montrer ça, cette symétrie, quoi. Où là, c'est pas du tout l'urbanisation, au contraire, on abandonne l'agriculture. Et ça se boise, et c'est la chasse là, qui produit un nouveau paysage, puisque les terres sont agricoles, les fermes sont achetées très cher. Donc ça fait monter les prix, ça fait sortir ce foncier-là de l'agriculture pour faire des réserves de chasse. Donc il y a plein de phénomènes différents, quoi, en même temps, et dans des territoires, dans les mêmes territoires. Enfin, Châteauroux, la Brenne, c'est pareil. Oui, juste une petite remarque. Je me demandais si vous aviez essayé de faire un parallèle en fait entre le chevelu, vous êtes parti du chevelu, puis on a abouti au fleuve, voilà. Et est-ce que l'expérience en fait de fond en montagne, pour vous, c'est aussi quelque part du chevelu dans la façon de penser? Est-ce que vous avez essayé de le mettre en parallèle et de vous dire ça peut être aussi le début pour aller vers autre chose, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui malheureusement on risque de rester marginal et de ne pas pouvoir entraîner amener des mouvements ou des pensées ou des façons d'urbaniser qui seraient totalement différentes, quoi. Je me demandais s'il y avait un petit peu un parallèle comme ça. Bon, moi je suis plutôt pessimiste, mais je ne sais pas comment vous avez essayé de le présenter. Oui, c'est marrant, je n'avais pas pensé à vrai dire ce que vous me dites, c'est est-ce qu'on peut appliquer à Faux-la-Montagne le principe, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, quoi. D'une certaine manière, j'aurais envie de dire que mon point de vue importe peu. Le film expose et puis il est construit de sorte que c'est un système relativement ouvert et les gens peuvent se faire leur propre idée, font les liens qu'ils veulent entre les parties. Moi, mon point de vue là-dessus, il va être changeant, en fait. Et toute la séquence finale à Faux-la-Montagne avec le feu de la Saint-Jean, elle est très ambivalente. On peut vraiment la voir sous les comme quelque chose de gai et de confiance dans l'avenir, ou alors, et certains l'ont vu comme quelque chose de très nostalgique. Et je pense, pour moi, je le dis comme ça, je trouve qu'il y a les deux mouvements en même temps. Et qu'on ne sait pas, en fait, vers quoi ça va aller. Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on peut être très, très pessimiste si on considère le cas de la France, et beaucoup plus optimiste si on pense à d'autres pays européens. Je pense que la France est particulièrement, et à cause de sa structure politique, des dimensions très centralisées, hiérarchisées, etc., et une terre extrêmement aride, hostile à ce type d'aventure politique. Mais c'est pas partout pareil. Donc ce type d'expériences-là, elles sont quand même importantes, parce que même si elles sont peu nombreuses, elles ont une certaine aura. Elles sont connues, elles sont documentées, et elles peuvent essaimer plus loin. Et je pense que, par exemple, ce qui se passe à Faux-la-Montagne, c'est sûrement ça a à voir avec des expériences d'urbanisme en milieu rural en Italie. En Italie, il se passe beaucoup de choses, par exemple, parce qu'on a une beaucoup plus grande tradition de penser le territoire. Et donc, voilà, je crois que je vous ai répondu, oui, je suis pas forcément très optimiste en ce qui concerne d'autres pays, mais néanmoins, je me dis, ce type, à une échelle plus vaste, ce type d'expérience ne peuvent que
se répandre. En fait, on n'aura pas tellement le choix. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être reprises à cette échelle-là, à l'échelle de la ville, enfin, voilà, à une échelle de territoire. Les questions énergétiques, les questions agricoles, des questions de solidarité, tout peut être repensé au niveau du territoire, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui émerge quand même beaucoup en Europe, et peut-être avec un peu plus de difficultés en France. Il y a un article dans le dernier Télérama qui parle de ça. Hein. C'est comment passer d'expérience un peu microéconomique à quelque chose de plus large. Hein, est-ce que c'est une utopie de penser, effectivement, que ça va pouvoir se faire, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a des expériences, ça se fait parallèlement. Mais l'article traite de cette question-là. Et je pense que je regarde, mais d'ailleurs, on voit bien, il y a même des expériences très lointaines en Amérique latine, etc., qui ont inspiré plein d'actions en Europe. Donc il faut faire ce qu'on a à faire. Mais peut-être que si on regarde à qui profite le crime, c'est pas que dire, on a peut-être quelques réponses. Parce qu'il y a aussi fournir du travail aux BTP, qui sont quand même puissants. Et je pense qu'il peut y avoir quelque chose de ce côté-là, parce que c'est étonnant qu'on construise des bâtiments qui servent à rien. Qui servent à rien, pas toujours quand même. Moi, je constate dans l'aménagement du territoire depuis une vingtaine ou une trentaine d'années qu'il y a un zonage du territoire où il y a des zones de loisirs, des zones commerciales, des zones artisanales, des zones industrielles. Est-ce que les écoquartiers, comme ils sont présentés là, c'est pas une sorte de zonage aussi, et que c'est une pensée uniquement où on ne mélange pas, où c'est imperméable, ces différentes zones sont imperméables les unes aux autres, et est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir plus globalement, une zone d'activité soit mélangée avec une zone résidentielle? Alors là, peut-être que le film ne rend pas assez justice à la démarche qui a été adoptée à Faux-la-Montagne, parce que justement, l'enjeu pour eux, c'était de ne pas créer un nouveau quartier isolé de l'ancien bourg, et de bien de travailler sur les continuités, et que ce soit un agrandissement du bourg existant. Donc, à la fois en termes architecturaux, d'où ces discussions sur les alignements de fêtage, de poursuivre les routes existantes et pas créer une voirie ex nihilo comme dans le lotissement en général. Et par ailleurs, ils ont réfléchi à la mixité. Donc le programme qui a été, je le redis encore une fois, élaboré collectivement, prend en compte plein d'usagers différents. Il y a un logement pour des personnes âgées, mais ce logement-là n'a pas été fait que pour les personnes âgées, mais justement ils ont mélangé des studios pour des jeunes et des studios. Enfin, voilà. Il y a ce qu'ils appellent un logement passerelle, c'est-à-dire pour les gens qui ont un projet d'installation à la campagne. En fait, on sait qu'il y a souvent un taux d'échec assez important. Les gens viennent un an, sauf qu'ils ont vendu leur maison, leur activité qu'ils avaient auparavant pour tester un projet qui n'aboutit pas et se retrouvent sans rien. Donc, le logement passerelle, c'est pour répondre à ça, c'est pour sécuriser cette transition. Donc, proposer à des gens qui ont un projet d'activité un logement peu cher, avec un local d'activité juste à côté, qui leur permet de ne pas forcément solder leur ancienne vie et de tester pendant un an à moindre coût. Donc il y avait dans le projet, il y a beaucoup aussi de collectifs, des espaces naturels, un potager, etc., mais aussi un bâtiment qui a été pensé dès le début, prévu pour être un bâtiment collectif, pour faire aussi bien des fêtes que pour travailler. Aussi, comme beaucoup de maisons étant en autoconstruction, sont prévues en autoconstruction, ce bâtiment collectif, qui était pris en charge par la communauté ou de communes ou la commune, je ne sais plus,
sur la base d'un travail bénévole. Le nom de la SIC, hein, Arban, c'est un mot du Limousin, qui veut dire l'Arban, c'était le travail collectif dans les champs. C'était quand les gens donnaient une de leurs journées pour travailler sur les communaux. Ça, c'était l'Arban. Et ils sont restés fidèles à cet esprit du commun, des communaux. Et donc, ce petit bâtiment qui appartient à tous, les matériaux sont payés par la commune, mais il est construit bénévolement par les habitants pour que les gens qui sont en autoconstruction puissent stocker les outils, avoir accès à l'eau et à l'électricité. Enfin, vous voyez, donc, je trouve que justement, ce projet-là, il se distinguait par sa volonté de mélanger les populations, les usages, et de ne pas zoner. C'est pour ça qu'il est bien pensé. Maintenant, on verra plus tard, parce que ça avance très lentement, surtout dans ces autoconstructions. C'est sûr que ces projets-là, ça avance moins vite qu'un projet de promoteur en un matin. Il y a 15 nouvelles maisons. Mais après, il faudra voir dans la durée, socialement, comment ça. Après, le feu à la montagne, c'est la question qui se posait aussi, enfin, moi je me suis beaucoup posé là-bas, c'est une question qui est posée à d'autres endroits dans le film, c'est qu'il y a plein de logements vacants dans ce village. Donc pourquoi construire nouveau quand on a... Et en fait, ces logements vacants, ils ne sont pas accessibles, ils sont pas à vendre. C'est des résidences secondaires qui ne sont pas à vendre. Ou alors, quand ils sont à vendre trop cher, et ce sont des bâtiments, le climat est assez rude, hein, on est à 1 mètre, qui sont des passoires thermiques. Or, le niveau de rémunération sur le plateau est moins élevé qu'en ville. Les gens ne peuvent pas. La part du budget qui part dans le pétrole pour la voiture et celui pour se chauffer, c'est considérable. Donc, c'est vrai que moi, je me souviens un peu à la montagne, j'en parlais tout à l'heure, il y avait eu une conférence d'un thermicien qui, je crois, venait de Franche-Comté. Et une conférence dans la salle des fêtes, et elle était absolument pleine à craquer. Il y avait 300 personnes, les gens venaient de tout le plateau pour écouter ce thermicien. Et tout le monde était hyper pointu sur ces questions. Donc, quand on est là-bas, quand on construit, les gens sont tous devenus des experts de l'isolation, des matériaux, etc. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre cheminement à vous intéresser à ces problématiques? Comment vous êtes venu à vous intéresser à ça? Et quels sont les autres projets de films que vous avez en ce moment? En fait, c'est très simple. Hein, c'est le puzzle au début du film. Voilà, on a été formé à regarder le paysage avec des représentations qui sont fallacieuses, qui sont vulgaires. Ça ne ressemble pas à ça. Alors moi, j'avais besoin de refaire une image plus actualisée du pays. Donc, l'agriculture, c'est pas comme on voit sur le puzzle, ça n'existe plus, voilà, c'est la ferme des 1000 vaches, c'est pas le petit moulin, mais c'est la centrale nucléaire, qu'est-ce que c'est les objets paysagers qu'on pourrait mettre aujourd'hui dans une image d'Épinal, donc des ronds-points, des plateformes logistiques, des lignes à haute tension, des zones d'activité à n'en plus finir, et des rivières, mais des rivières comment? Des rivières avec des seuils, à peu près 1 tous les kilomètres. Enfin, voilà, donc c'est vraiment le paysage, à quoi ça ressemble, primo, et le représenter. C'est de faire une image la plus juste possible de ce à quoi ça ressemble le paysage français aujourd'hui. Et deuxièmement, pourquoi c'est comme ça? Quelles sont les forces
concourt à produire le paysage. Le paysage est produit par des forces économiques et politiques et naturelles. Et j'avais besoin de débrouiller, de démêler un peu les chevaux de ces forces et d'essayer d'y voir un peu plus clair parce que aujourd'hui, on n'y voit rien. Quand on circule, on regarde le soir, j'ai l'impression d'un panorama extrêmement brouillé. Et l'autre projet, le nouveau projet, c'est on en parlait en fait déjà, c'est effectivement aller voir ce que font nos voisins en termes de gouvernance, aller voir ce qui peut se passer dans une coopérative agricole en Sicile par exemple, ou dans un village des Alpes suisses, parce qu'il y a des gens qui font des choses. Si on en parlait un peu plus en France, il y a des en Autriche, dans le Fort Albert, que la façon dont on s'occupe des questions d'architecture, d'urbanisme et d'énergie, on devrait en parler plus en France parce que c'est quand même des choses qui... Enfin, ça rend optimiste, mais c'est aussi des gens qui nous font honte. Parce que c'est possible, et ils le font, et ils sont quasi autonomes en production d'énergie, et ils ont créé beaucoup d'emplois en faisant des choses intelligentes et en le faisant de la façon la plus démocratique possible. Donc moi j'ai envie d'aller voir un peu plus près, parce que là je vois ça de loin, peut-être d'ailleurs que je vais être déçu, en tout cas, et c'est le but d'ailleurs, ça veut dire qu'on est en train de travailler et de faire quelque chose d'intéressant, c'est de se dire ah bah c'est pas comme je croyais. Donc on part avec un certain nombre de questions et puis le film les transforme et on termine avec une meilleure problématique que celle du début. Et donc j'ai envie d'aller voir ça entre Allemagne, Suisse, Autriche, Italie. Donc tout pays avec des traditions beaucoup plus décentralisatrices que chez nous, et de voir ce que ça peut produire effectivement localement, aussi bien dans les villes que dans le rural. Moi, voilà, avec ces deux films que j'ai faits, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bonne volonté en France, mais qu'on en reste un peu à des bonnes volontés, parce qu'il y a des problèmes au niveau de courroie d'entraînement. En Italie, ils ont d'autres problèmes, mais il y a des courroies d'entraînement, il y a de la mise en réseau, il y a des choses qui se passent qui sont très, très stimulantes. Et aussi sur l'agriculture. Donc c'est ça, ce serait un film sur une sorte de quête du bon gouvernement. C'est de refaire une sorte de fresque du bon gouvernement, comme il y en a une de peinte sur les murs du palais communal de Sienne. Et là aussi, il faut essayer de faire une image du paysage contemporain, mais je le fais avec une échelle de plus en plus politique. Et de plus en plus européenne aussi. Parce que le cadre français, c'est pas possible en fait. Ça ne nous mène nulle part. Enfin, moi, j'en suis maintenant convaincu. Donc il y a ce qui se fait à l'échelle des territoires, c'est très intéressant. Et puis il faut absolument s'habituer à traverser les frontières, à décloisonner tout ça et à voir comment on peut faire les choses avec les Italiens. Ça, j'ai dit ça en revanche, je crois. Et parfois, il y a des choses les plus intéressantes, enfin, des choses très intéressantes se passent dans le monde de l'entreprise. Il y a des réseaux d'entreprises, il y a des façons de travailler qui sont aussi complètement novatrices. Donc j'ai envie de spotter un peu ça. Mais c'est pas sûr que je parvienne. Après les films, il faut les écrire, trouver des financements, enfin, c'est bon.